Christophe Catino, bonjour. Une éloge du ver de terre. Pouvez-vous nous en parler de ce dernier livre que vous avez écrit ? L'éloge du ver de terre, en fait, comme son nom l'indique, c'est un livre sur le ver de terre. Alors dire un livre sur le ver de terre, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, parce que en France, il y a 150 espèces de vers de terre. En Europe, il y a à peu près 400 espèces de vers de terre. Et par le monde, je crois qu'il y a, si ma mémoire est bonne, entre 6 à 8 000 espèces de vers de terre. Donc moi, je suis intéressé à une espèce en particulier qu'on appelle le lombric terrestre. Voilà. C'est un ver de terre qui en même temps vit dans la terre, dans les profondeurs de la terre. Anaérobie ? Mais anaérobie, pourquoi ? Parce qu'il est dans la terre. Non, justement. Un ver de terre a besoin d'oxygène, en fait. Comme vous et moi, il respire un ver de terre. Et s'il n'a pas assez d'oxygène, en fait, il meurt, en fait. Il meurt étouffé, comme nous tous. Donc ce ver de terre vit dans la terre, mais il vit aussi sur le sol, en fait. Alors, voilà. Qui est donc oxygéné. Oui, en fait, il vit aujourd'hui, on dit que ce ver de terre, cette espèce, en fait, vit dans des terriers. On ne parle plus de galeries, on parle de terrier. Et dans ce terrier, en fait, l'air circule, ce qui permet en même temps d'oxygéner le sol, en fait. Alors, on a du mal à imaginer qu'un ver de terre, un animal tellement insignifiant, puisse être un être sensible. Et ça, on le sait bizarrement depuis le début du 19e siècle. Et ce sont des chercheurs allemands qui avaient mis ça à jour. Ensuite, c'est Charles Darwin, à qui on doit... Son dernier livre, il l'a consacré au ver de terre, et c'est aujourd'hui le scientifique qui a passé le plus de temps à observer notamment le lombric terrestre, 40 ans de sa vie à observer ce ver de terre. Et dans son dernier livre, il s'interroge à 20 fois, il cite le mot d'intelligence et 2 fois le mot d'âme, tellement il est perturbé par cet animal si insignifiant, mais qui a conscience de son environnement et qui, par exemple... Il vit dans un terrier, il se construit une chambre où il va se reposer, et cette chambre il va la recouvrir de petits cailloux, éventuellement de graines, etc. Et puis au petit matin il sort de son terrier pour aller brouter comme une vache, et quand il y revient, il referme délicatement son terrier avec voilà. Et ça, Charles Darwin a multiplié les expériences. Il a fait des centaines d'expériences pour tester l'intelligence du ver de terre. Et il a dit, parfois, notre ver de terre, en fait, a des raisonnements. À l'époque, on parlait d'animaux supérieurs, beaucoup plus élaborés, en fin de compte, que des animaux supérieurs, en fait. Alors, les animaux supérieurs, nous, on fait partie des animaux supérieurs. Il n'a pas dit l'humain, mais encore que je crois qu'il l'a laissé un moment laisser supposer, que cet animal a pleinement conscience de lui-même. Qui participe largement à la construction de nos sols, qui est très important et qu'il faut mettre en avant, justement. Disons que le ver de terre, d'abord les vers de terre, on va dire. Les vers de terre représentent jusqu'à 80% de la masse des êtres vivants qui fabriquent le sol, c'est-à-dire la masse qui fabrique la nourriture pour les plantes. Voilà, bon. Après, ce ver de terre, c'est un symbole. C'est-à-dire quand il est un marqueur de la bonne santé des sols, quand il n'est plus là, en fait, c'est généralement que l'écosystème s'est écroulé, que la vie s'est éteinte dans les sols, c'est-à-dire que le monde bactérien s'est enquisté, en fait, et que toutes ces bestioles, les autres sont mortes, et elles sont mortes en priorité de faim. Voilà. Et une fois qu'elles sont mortes, en fait, bien ce qu'on appelle l'érosion, c'est-à-dire que les sols s'en vont et vont rejoindre les sources et les rivières pour les polluer. Et il reste les cailloux. Alors les paysans m'ont dit, les cailloux remontent, mais non, c'est le sol qui s'en va. Alors, comment s'est passée la rencontre avec ce ver de terre, personnellement ? Personnellement, vous savez, quand on est dans une ferme, en fait, autrefois dans des fermes, on va dire, qui étaient autonomes, qui étaient en permaculture. En plus, moi, je suis né en Saintonge, donc c'est des terres qui étaient vraiment grasses, riches, etc. On est au milieu des vers de terre. En plus, le ver de terre, on ne sait pas à quoi il sert. Après, on fait des études agricoles et à l'époque, on nous enseignait que ça servait à rien, grosso modo. Et puis, il y a des rencontres. Et puis un jour, j'en aperçois un. Donc, j'avais quand même lu les écrits de Darwin. Et puis, je m'étais quand même renseigné sur ce ver de terre, sur cette bestiole qui ressemble plus ou moins à un serpent, finalement. Et puis un jour, j'en ai aperçu un et je dis, qu'est-ce qu'il a dans le bec ? Parce qu'il a une bouche. Il faut quand même savoir que le ver de terre a une bouche avec des papilles gustatives. Et on sait depuis 1 siècle et demi, 2 siècles, qu'il choisit sa nourriture, c'est-à-dire qu'il a des plantes qu'il préfère, etc. Voilà. Et je dis, qu'est-ce qu'il a ? Donc je prends ce ver de terre, et là je m'aperçois qu'il a un petit brin d'herbe dans la gueule, et je veux lui prendre ce brin d'herbe, et là
il marque un temps de recul en serrant bien la gueule. Et bon, ça s'est passé comme un éclair en fait, hein. C'était extrêmement fugace, mais ça a un peu bouleversé ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, le ver de terre m'a dit non. Et comme on ne peut pas l'imaginer, il est difficile de l'imaginer parce qu'il n'a pas d'yeux en fait, même s'il perçoit la lumière. Donc il est difficile, il n'a pas d'oreille par exemple. Il a sa conscience. Mais il a sa conscience. Donc vive le ver de terre. Merci Christophe Gatineau pour lui rendre hommage. Ben, c'est moi qui vous remercie.